Vous écoutez La santé ça se travaille, votre podcast pour cultiver le bien-être au travail, épisode après épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de La santé ça se travaille, le podcast de l'APST 41 présenté par Nawel Bellage, psychologue du travail, et moi-même, Julien Baudouin, ergonome. Donc aujourd'hui, l'épisode sera consacré à la santé mentale et pour ce faire, nous avons la chance d'accueillir deux personnes. Donc vous, Anne-Laure Thierry, psychologue clinicienne du travail à l'APST 41. Et vous, du coup, Claire, qui allez pouvoir nous expliquer un petit peu votre parcours au regard de la thématique du jour. Alors, notre podcast sera aussi ponctué d'un autre témoignage, le témoignage de Céline, qui nous parlera de son épuisement professionnel. Aussi, petite parenthèse, nous avons fait le choix d'anonymiser les deux personnes qui viennent témoigner aujourd'hui au regard des éléments un peu sensibles qu'elles vont nous exposer. Voilà, et puis du coup, maintenant, sans plus attendre, Noël, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, bonjour à toutes les deux. Merci d'être présente aujourd'hui pour nous partager votre expérience, mais aussi nous donner des éléments un peu plus explicatifs de ce que c'est que la santé mentale. Alors pour introduire ce podcast, on a décidé un peu de revenir sur l'étude réalisée, enfin le baromètre réalisé par OpinionWay pour empreinte humaine. Et donc, ce qui est ressorti, c'était que 44% des salariés estiment être en détresse psychologique, dont 14% en détresse psychologique élevée. Alors, est-ce que vous, aujourd'hui, ces chiffres vous étonnent? Et puis, nous expliquer en quoi ça l'est. Alors? Bonjour. Non, ces chiffres ne sont pas étonnants. Ils sont même à mettre en parallèle de ce qu'évoque la sécurité sociale aujourd'hui, qu'un arrêt maladie sur deux aujourd'hui est en lien avec de la souffrance au travail. Donc ça corrobore plutôt les chiffres que l'on sort, même si là on est sur une étude de 2023 qui est sur un panel un peu léger. Mais ces chiffres ont cette tendance plutôt à l'augmentation de toute façon. Merci. Et vous, Claire? Au vu de cette étude, ce qui m'a étonnée, c'est plutôt que la souffrance au travail semble concerner les salariés ayant moins de 30 ans. J'étais étonnée puisque dans ma position, j'avais tendance à penser que cela concernait plutôt les personnes un peu plus expérimentées, conscientes de leur travail, de leur engagement. D'accord, et justement, comment on peut expliquer aujourd'hui ce phénomène de souffrance au travail qui est amené à augmenter, en fait, dans les années à venir également? Alors, il y a une vraie mutation aujourd'hui de la valeur travail. Avant, c'était primordial, c'était identitaire, c'était vraiment la première identité. Quand on se présentait d'abord par le travail. Chez les jeunes, ils sont moins dans cette présentation identitaire du travail. Ça modifie vraiment la place du travail. Et aujourd'hui, on est plus dans la recherche d'équilibre, plus que de mettre en avant le travail au départ. Donc, comme le travail répond plus tellement aux attentes des jeunes, ça les met en souffrance. Donc, ça explique en tout cas en partie la notion de la souffrance au travail aujourd'hui. Selon moi, ce qui peut expliquer également cette souffrance, c'est la recherche à tout prix de l'efficacité, de la productivité au travail. On utilise pour beaucoup de nombreuses applications, on est toujours en gain finalement de temps gagné au travers d'applications nouvelles, sauf que je pense sincèrement que la multiplication des solutions complexifie l'activité et le travail. Également, l'hyperconnectivité des salariés, quel que soit leur statut, puisque même des salariés niveau employé peuvent être connectés via leur boîte mail professionnelle en continu, fait que on est trop sollicité continuellement par diverses applications. Je crois sincèrement que ça réduit le temps de concentration, ça génère du stress supplémentaire. On a beaucoup trop de choses à penser tout le temps, beaucoup trop d'activités qui se cumulent et qui se mettent un peu en millefeuille dans le quotidien de chacun. Et du coup, est-ce que vous avez vu, on a l'impression un petit peu en écoutant les médias, la radio, la télé, que la santé mentale est de plus en plus présente dans l'esprit des personnes. Et notamment, on a l'impression de voir un peu une dégradation, ou en tout cas des choses un peu, comme vous avez dit, Claire. Est-ce qu'il y a eu
un élément qui a pu déclencher ça? Alors, on parle souvent du Covid, par exemple, qui a pu changer aussi cet aspect-là. Est-ce que, selon vous, le Covid a pu avoir un effet sur la santé mentale en France? Moi, je pense que oui, en effet, selon plusieurs modalités. Donc, j'en présenterai quelques-unes. Euh, L'arrivée du télétravail qui a été vraiment positif pour certains salariés, et à l'inverse, euh, moi, dans mes expériences passées, en plein Covid, je me suis vue enchaîner des réunions sans avoir de temps de pause, sans avoir de temps de déjeuner. Et finalement, l'activité est devenue de l'ultra disponibilité. Et j'ai jamais eu autant mon agenda Ok. rempli, bouquet de réunions. Et il m'est même arrivé de réfléchir à comment j'allais prendre du temps pour manger. Hmm. Et il m'est même arrivé de manger en pleine réunion. Enfin, et c'était finalement difficile difficile à gérer. Et je pense que ça a perduré dans certaines organisations, associé à cette contrainte de je suis en télétravail, finalement, je suis dans le confort. Hmm. Bah, pas tant que ça, finalement, puisque souvent en situation de télétravail, on est dans les temps de plus forte productivité, de plus forte concentration. Et il y a un vrai clivage entre ce qu'on produit et ce que les gens perçoivent de nous quand on est en télétravail. Et je pense que ça peut l'expliquer, Mhm. en partie. Et alors, du coup, au regard de ce qu'a dit Claire, est-ce que ça vous fait aussi penser à des éléments? On en parle plus, et c'est vrai que l'effet Covid a fait qu'on est venu à parler de la santé mentale, en fait. Pour une fois, ça a été mis en avant. Le Covid a permis de voir que les gens pouvaient être fragilisés par un événement extérieur, hein, par des angoisses. Ça nous a tous, vous comme moi, emmenés dans l'angoisse. Et à partir de cet élément-là, on a repéré que on pouvait parler de la santé mentale. Et donc, c'est vrai que ça a aussi déclenché le fait qu'on puisse en parler au travail. Totalement. Un peu un tabou qui s'est levé finalement, comme c'était véhiculé vraiment au grand public, on a pu en parler peut-être un peu plus. Complètement, complètement. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid. C'est qu'on a pu parler et mettre à plat ce que c'était que la santé mentale Mhm. et comment on arrive à des difficultés. Et ça a déstigmatisé aussi toute cette partie-là. Du coup, belle transition, mais qu'est-ce que la santé mentale finalement? Hein, parce que c'est vrai que la définition, elle peut être un peu floue pour certains. Selon vous, la souffrance au travail, la santé mentale, voilà, quelle définition on peut y mettre derrière? Alors, la santé mentale, ce qui est présenté aujourd'hui par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est que, en fait, on oscille dans un continuum d'une santé, c'est-à-dire que on va pas dire qu'on est bien tous les jours, mais on a des émotions, qui peuvent être des émotions tristesse, des émotions colère, mais ça ne veut pas dire qu'on a un trouble de la santé mentale. En fait, on a un trouble de la santé mentale quand quand ça dure, quand il y a un effet de durée, quand ça a un impact sur la vie quotidienne et quand ça a une intensité forte. C'est ça qu'on appelle un trouble psychique. Donc la santé mentale, eh bien, j'ai envie de dire, c'est pas d'être joyeux tous les jours, mais c'est d'avoir des émotions de base tous les jours. Et c'est ça, avoir une santé mentale. Donc maintenant, on va vous faire écouter le témoignage de la seconde personne qui a bien voulu nous partager son expérience. Et donc, on va identifier quels sont les signes avant-coureurs justement de cette souffrance au travail. Alors mon travail, moi j'étais commerciale dans l'alimentaire pour la restauration. C'est un métier que je faisais depuis 7-8 ans. Donc vraiment métier passion, j'adorais ce que je faisais. J'adorais l'émission et autres. Et voilà, l'idée, moi j'étais sur la route toute la journée. Et je suivais des clients au quotidien pendant des années, hein. C'est des clients que je revoyais toutes les semaines, tous les 15 jours. J'avais un portefeuille d'une centaine de clients. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, l'entreprise dans laquelle j'étais, donc j'ai fait 2 entreprises. La deuxième dans laquelle j'étais, c'était vraiment une entreprise géniale, hyper familiale, des belles valeurs, etc. Et cette entreprise-là, à un moment donné, a racheté une entreprise dans le même domaine qui n'allait pas très bien. Ça s'est bien passé, vraiment. Enfin, en gros, les deux marques étaient cousines, il n'y avait pas de concurrence spécifique. Et l'ensemble de ces deux entreprises-là s'est fait racheter par un des plus grands noms du
du domaine d'activité qui est un géant américain, clairement. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une problématique, c'est que toutes les décisions qui ont été prises et les changements qui ont été faits de la fusion des deux entités ont été décidés par des gens dans des bureaux qui n'étaient jamais allés sur le terrain. Il y a commencé vraiment à avoir une dissonance entre ce qu'on nous demandait, à la fois comme objectif, oui, enfin, comme objectif, clairement, euh, et, euh, et ce qu'on vivait au quotidien et ce qu'on était capable d'offrir au quotidien. En fin de compte, moi, j'avais notamment des objectifs de prospection et de chiffres qu'on ne pouvait pas tenir parce que clairement, il y avait des ruptures de partout. Donc, enfin, je me retrouvais, moi, je veux pouvoir me regarder dans la glace le matin quand je me lève et pas enfin, voilà, pas me dire Un gros qu'il y a un conflit souci. éthique. Et en fin de compte, j'allais en prospection, j'avais même pas envie d'aller en prospection alors que j'adore ça parce que je savais que ce que je promettais d'apporter au client, je ne pourrais pas lui apporter. Donc en fait, ça servait à rien. Pour moi, c'était pas possible. Puis lui, ça allait le mettre dans l'embarras en fin de compte, pour être poli. Donc voilà, c'était vraiment ce côté-là. Et puis bon, en parallèle, moi, il y a eu des événements dans ma vie personnelle qu'on ajouté à la problématique, on va dire. Et pour fuir les problèmes de la vie personnelle, je me suis aussi réfugiée encore plus dans le travail. Donc, je mettais les bouchées doubles dans le travail. Le travail, ça n'allait pas. Donc, c'est un peu particulier. Le premier changement effectif, c'était la logistique au mois de mai. Et rien que ça a été une catastrophe. Il n'y avait que des incohérences. Et en fait, je passais mes journées pas à conseiller mes clients, pas à apporter des choses à mes clients, mais à régler leurs problèmes en fait. Il y avait des jours, je ne pouvais même pas aller sur le terrain parce que je passais ma matinée jusqu'à midi à régler des problématiques, à essayer avec mon binôme en télévente de régler les problèmes de mes clients quoi. Et c'était ça à longueur de journée. On était tous impactés, on s'appelait tous au quotidien. Il y avait quand même cette force de se soutenir entre nous, pour le coup, mais on a été beaucoup à partir et voilà, enfin, dans l'équipe que j'avais. Puis en plus de ça, il y a eu des changements de management. J'avais un manager que j'adorais, qui était un bon manager à ma façon de voir le poste de management, qui a été remplacé par un manager qui était totalement dans un autre type et qui n'était pas un type qui me convenait, un type de management qui me convenait, quoi. Donc il y a eu plein de choses en fin de compte en même temps qu'on fait ça. Aujourd'hui, je parle de cette dissonance avec les valeurs parce que j'ai le recul pour. Sur le moment, clairement, c'est pas pour moi, j'ai commencé à m'essouffler du métier, j'avais plus envie de faire ce métier-là. Enfin, pour moi, voilà, j'aimais vraiment. Alors, au départ, déjà, j'ai rien vu du tout. Pour moi, c'était juste normal d'en faire plus parce qu'il y avait une phase difficile à passer et voilà, et ça m'allait bien et c'était cool et c'est pas grave. Je faisais une proposition tarifaire jusqu'à 23h, mais j'aimais ça et voilà. Non, mais c'est normal, je préparais le dimanche plus tôt, mais c'était pour gagner du temps dans la semaine, que je ne gagnais pas, clairement. Donc non, au début, il y a vraiment eu un déni, mais même, enfin, c'était même pas un déni, il y avait rien en fait. Enfin, pour moi, c'était pas grave. Mais c'était le moment où je devais tout donner dans mon taf voilà, pour faire carrière, et puis après, j'en ferai moins. Dans l'idée, c'était un peu ça. Euh, et, euh, et puis après, il y a eu le côté où je commençais à perdre vraiment l'envie de le faire, en fait. Il y a eu le côté où je me voyais plus passer mes journées à gérer comme ça, en fait, à avoir que des mauvaises nouvelles, à avoir que des clients insatisfaits, à avoir que des problèmes à gérer, et puis à faire ce que j'aimais dans le métier, en fait. Donc pour moi, voilà, il y a vraiment eu un mélange de tout ça, et puis je me suis dit, ça fait 7 8 ans, voilà, ça se trouve, c'est aussi parce que tu commences à plus aimer le métier, quoi. Les premiers signes, en fait, comme pareil, je les vois avec le recul, parce que j'y ai pas vraiment prêté attention sur le moment. Euh, Moi, j'ai toujours eu, depuis l'âge de 17 ans, je fais des migraines enfin, plus ou moins régulièrement. Euh, et clairement, j'en ai fait de plus en plus sur les moments où ça allait pas. Là où j'ai vraiment, en fait, où je me suis vraiment rendu compte, et pour moi,
pour moi, c'est clairement mon corps qui a dit, ok, t'écoutes pas tout le reste. Bah, là, on va faire un truc que t'écoutes parce que t'auras pas le choix de l'écouter. En fait, je pouvais pas asseoir une fesse dans ma voiture sans faire une crise d'angoisse, en fait. Je rentrais dans ma voiture, j'ouvrais la porte et je m'asseyais et je commençais à faire des crises d'angoisse. C'était vraiment devenu le lieu, vu que c'était mon lieu de travail. Pour moi, c'était mon bureau. Sauf que ça devenait dangereux, en fait. Et plus la route était dangereuse, entre guillemets, plus c'était dangereux et plus elles étaient fortes. C'est-à-dire que je rentrais sur l'autoroute, ça devenait horrible, en fait. Et après, moi, à force voilà, de me renseigner aussi sur les sujets, sur ce qui avait pu se passer, parce que j'aime bien comprendre aussi, j'ai pu participer à une sensibilisation là, sur le stress au travail auprès de la PST 41. Et, euh, et ça m'a permis déjà de clairement comprendre que j'étais à 200% dedans. Et aussi en fait de me rendre compte qu'il y avait eu d'autres symptômes euh, que je n'avais absolument pas définis comme tels et aperçus comme ça. Notamment un qui m'a beaucoup parlé, c'est le cas de le dire pour le coup. Et je me suis rendu compte en fait quand elles en parlaient que j'ai aussi eu des hallucinations auditives en fait. C'est-à-dire que j'entendais dans le poste de radio de ma voiture, en fait j'entendais des gens parler, mais des choses qui avaient aucun rapport avec ce qui était dit. C'est-à-dire que j'entendais des au secours, aidez-moi en fait, dans le poste de radio. Et ça m'est arrivé, alors pas non plus tous les jours, mais ça m'est arrivé au moins une ou deux fois, ou sur des moments comme ça, sans raison. Donc déjà, merci beaucoup à Céline pour son témoignage. Et vous, Claire, du coup, est-ce que ça fait écho à des éléments de votre parcours ou est-ce que vous avez pu vivre justement dans votre vie professionnelle? Alors, en effet, son discours me fait beaucoup d'écho, bien que je l'ai vécu pour ma part différemment. Je vais vous en donner le contexte. Tout d'abord, je pense qu'un facteur clé, c'était lié à mon métier. J'occupais un poste en ressources humaines. Et lorsqu'on occupe ce type de poste, on a tout à fait connaissance de tous les cas de salariés, du contexte de l'organisation, de la stratégie. Mhm. Ce qui m'a, contrairement à Céline, permis d'y voir assez clair rapidement sur ce qui allait arriver et ce qui allait me concerner. Donc, rapidement, j'ai été en pleine conscience de la dégradation de ma santé mentale dans mon contexte professionnel. Tout à l'heure, on évoquait les contextes du Covid qui pouvaient avoir justement contribué à dégrader les situations de travail. Un exemple que je n'ai pas cité, c'est en tout cas dans mon entreprise, à l'intérieur de laquelle j'y ai travaillé plus de 10 ans. J'y étais passionnée, j'ai mené beaucoup de projets. Suite à la phase Covid, on a vécu un événement assez fort où on est passé sur du management avant tout financier et beaucoup moins humain que nous pouvions le faire par le passé. Mhm. Et du management financier, ça a une valeur importante, c'est que son enjeu absolu, c'est de pouvoir préserver la santé de l'entreprise. Mais dans notre cas, ce qui a eu un vrai impact négatif, c'est que ça a créé une dissonance forte entre les discours externes, toute la communication externe qui était portée auprès des clients, auprès des candidats, auprès des fournisseurs, et la réalité du terrain. Et là, je dirais que comme Céline, moi, j'ai eu un gros souci de dissonance absolue entre mon quotidien et ce qui était communiqué. D'autant qu'en tant que RH, je contribue au recrutement, donc je devais être une ambassadrice de mon entreprise. Je devais donner envie à des salariés d'intégrer le groupe, alors que j'étais à peu près certaine qu'ils allaient pas trouver l'épanouissement qu'ils recherchaient, en tout cas Mhm. lorsqu'ils me parlaient de leurs souhaits professionnels, de leur ambition, des valeurs qui étaient les leurs. Bah oui, sur le papier, elles collaient avec les nôtres, et dans la réalité, elles ne collaient pas du tout. Mhm. Euh, donc déjà, premier élément, moi je me suis rapidement trouvée en dissonance forte. Également, en tant que représentant des ressources humaines, j'étais un référent pour nombreux salariés qui me contactaient régulièrement pour me partager leurs souffrances, alors que moi-même, j'étais en difficulté psychologique et c'était horrible.
Je devais les écouter, je devais théoriquement les rassurer, alors que j'en étais clairement totalement incapable. Et je réalisais que ça augmentait chez moi mon niveau de stress, mon niveau d'inconfort, et du coup mon niveau de dissonance vis-à-vis de mon quotidien professionnel. Euh, alors, comme Céline, j'ai entrepris une démarche un peu, alors moi que je vais appeler de lutte, c'est-à-dire que elle s'est d'autant plus engagée dans le travail. Moi, j'ai eu la chance de partager cette expérience que je vivais avec une coach professionnelle qui m'a dit: «Est-ce que tu penses avoir euh, réalisé tout ce qui était en ton pouvoir pour améliorer la situation?» Et donc pendant l'équivalent de 2 mois continus, j'ai réalisé tout ce qui était possible pour essayer de finalement faire en sorte que mon équipe soit dans le confort, faire en sorte que les salariés autour de moi le soient. Et donc j'étais obsédée par est-ce que j'ai tout fait? Et donc je cochais les cases d'une checklist en continu. Mais sauf qu'à un moment donné, j'avais tout coché. Hmm. Et la situation ne s'arrangeait pas du tout. Euh, et tout comme Céline, mon corps a fini clairement par me parler. Alors, pour ma part, j'ai une expérience avec la santé, c'est que depuis l'âge de 14 ans, on m'a décelé une spondylarthrite ankylosante et donc j'ai la chance de bien connaître mon corps. Mhm. Et à partir de ce moment-là, mon corps a commencé à parler et tous les signes de la spondylarthrite sont arrivés, donc bloqué du dos, une fatigue forte, et c'est associé à cela euh, beaucoup de troubles la nuit. Par exemple, je me réveillais la nuit, j'avais mal aux mains parce que je me réveillais avec les poings fermés. Mais parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais dans le combat. J'étais en train d'essayer de réaliser tout ce qui était en mon pouvoir. Et donc j'étais dans le combat, j'avais les poings très forts fermés et je me réveillais avec des douleurs immenses aux bras jusqu'aux épaules. Et puis il m'arrivait également de me réveiller en pleurs parce que j'avais pleuré, euh, parce qu'en fait j'étais finalement incapable Mhm. de faire quelque chose de positif dans cette entreprise. Euh, et à partir du moment où mon corps a parlé, que j'ai réalisé tout ce qui était possible pour moi d'entreprendre, ben en fait, j'ai décidé de me protéger parce que j'avais conscience, pleinement conscience que la situation allait se dégrader. De plus, on était en plein exercice budgétaire et je voyais différents salariés identifiés comme des salariés à sortir. Je savais de façon non officielle que j'en faisais partie également. Et donc, ma décision a été finalement de me sortir le plus rapidement possible de la situation en allant voir mon médecin parce qu'il était hors de question que ce travail passion devienne un travail cauchemar. Mhm. Et je voulais garder toute l'image positive que j'avais de ce métier, de cette entreprise. Et donc, j'ai décidé d'en sortir. Merci beaucoup Claire pour ce partage. Alors là, Anne-Laure, tu as devant toi deux situations illustrant bien la souffrance au travail, des situations tout de même différentes. Et donc, par quel élément justement tu peux expliquer ces symptômes physiques mais aussi psychiques partagés également par Céline? Alors, ces deux situations peut-être différentes et individuelles, néanmoins, on en voit des points Des points communs. communs. Alors, et même dans des mots communs, elles ont toutes les deux parlé de passion. Mhm. Passion du travail, c'est vraiment le point commun qu'on retrouve quand même beaucoup dans l'épuisement professionnel. On a entendu parler de dissonance comme mot commun, c'était plutôt très intéressant. Alors, nous, en service de santé au travail, on mettra, on lit derrière tout ce qui est conflit éthique, tout ce qui va être la différence entre le prescrit et le réel, ce qu'on appelle en fait tout ce qui est risques psychosociaux. Et en fait, on voit que ces deux témoignages nous amènent à voir tout le stress qu'elles ont pu vivre pendant un certain temps avec une réorganisation de l'entreprise qui amène de la souffrance. Et ce stress, en fait, sur du long terme, c'est lui qui amène à l'épuisement professionnel, en fait. On ne peut pas subir du stress sur du long terme. D'accord. Ça Souvent, n'est pas possible. on va dire, par exemple, il y a du bon et du mauvais stress, justement, par rapport à ce que vous venez de dire. C'est vrai, c'est pas vrai. On ne parlera pas comme ça de bon et de mauvais stress. On ne peut pas dire que le stress est quelque chose de bon pour le corps. Mhm.
mais on en a besoin pour fonctionner puisque il fait partie d'une mécanique, la mécanique du stress, pour qu'on puisse aussi avoir l'adrénaline, la noradrénaline, qui sont des hormones nécessaires, et le cortisol aussi. C'est-à-dire que dès qu'on a une situation de stress, il faut que notre corps réagisse. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça reste sur du long terme. C'est comme ça qu'on fait la différence. En fait, souvent, les gens se trompent entre bon et mauvais stress. C'est plutôt, on peut avoir un coup de stress ponctuel, ça nous arrive. On traverse la route, il y a une voiture qui arrive, on a un coup de stress parce qu'on a peur de se prendre la voiture, c'est normal, ça va nous permettre de sécréter notre hormone de la vigilance et de pouvoir courir plus vite pour éviter la voiture. Mais si vous faites ça tous les jours, au bout d'un moment, vous n'arriverez plus à fonctionner normalement. Et c'est ça qui n'est pas bon pour le stress. Et donc sur du long terme, le stress, ça va amener des symptômes physiques et psychiques. C'est comme si le corps envoyait un message à la tête, puisque là on a 2 passionnés du travail, donc 2 passionnés qui sont un peu dans le déni du corps, forcément, même si Claire explique qu'elle avait conscience, et puis à la fois son corps essayait de lui parler par des symptômes. Il faisait des mots MAUX parce qu'il n'arrivait pas à faire des mots MOT, hein, mais il lui parlait toutes les nuits de façon à lui dire tête, je t'en prie, arrête, ne va pas aussi loin. Presque à un moment, je vous ai entendu dire que je m'occupais de tout le monde, je faisais ma checklist de tout le monde, mais j'ai eu l'impression que vous vous étiez oublié un petit peu. Donc c'était ce que vous envoyez votre corps en disant arrête-toi tête parce que ça va pas pouvoir continuer plus loin. Mais je pense que c'est évident, oui. Et en fait, le corps peut parler de plein de façons différentes. Pour vous, ça a été, il a repris le chemin qu'il connaît, c'est-à-dire il a repris la spondylarthrite, le chemin de la souffrance physique. Pour Céline, il a envoyé le message à travers des crises d'angoisse. Il a été jusqu'aux hallucinations auditives. Mais sur certains, on peut voir l'AVC, on peut voir la crise cardiaque, ou on peut voir le suicide. Donc, le message du corps peut être très lourd et peut avoir des conséquences très importantes. Donc, il faut vraiment s'écouter. Merci. Et justement, on parlait d'investissement et de passion du métier. Est-ce que justement les salariés qui s'investissent le plus dans leur travail sont plus confrontés à l'épuisement professionnel? Quels sont les salariés les plus exposés justement à ces situations-là? C'est sûr que c'est les personnes les plus passionnées. Et à la fois, tout le monde aime son travail. Vraiment, nous, on reçoit que des salariés qui nous disent j'aime mon travail et j'ai envie de bien le faire et j'ai envie de faire un travail de qualité. Il ne faut pas avoir de doute là-dessus. Ce que l'on repère, en fait, aujourd'hui, c'est que les situations de travail sont des situations de travail en mode dégradé aujourd'hui. Donc, quand on avait une situation de travail normale, ceux qui avaient un niveau d'exigence franchissaient une marche pour atteindre ce niveau d'exigence qui était le leur, mais c'était une marche par rapport au travail normal. Aujourd'hui, on est dans une situation de travail dégradé. Et ceux qui ont un niveau d'exigence important par rapport à eux-mêmes, vous comprenez bien qu'ils font une marche beaucoup plus importante. Et c'est aussi ça qui accentue l'épuisement professionnel. C'est parce que notre monde actuel, on est dans un fonctionnement en mode dégradé. Et là, ça reprend vraiment les 2 témoignages, que ce soit de Claire ou de Céline, où on a vu des changements qui ont fait que le niveau d'attente qu'on avait vis-à-vis de son activité pouvait plus du tout correspondre à ce qu'on faisait dans la réalité, parce que voilà, on était vraiment sur ce schéma dégradé. Je rajoute également qu'on a aussi plus d'épuisement professionnel chez les femmes. Alors, pourquoi chez la femme? Il faut quand même se rendre compte qu'elles ont aussi une charge mentale. Vous en avez parlé en début de podcast de la charge mentale. La charge mentale chez les femmes est plus importante, je suis désolée de le dire pour les hommes, mais avec la maison, avec les enfants et avec tout ce qu'il y a à faire à côté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plus d'épuisement chez les femmes. Et sur le métier ou même les responsabilités, on entend souvent qu'il y a beaucoup plus de cadres qui peuvent être en épuisement professionnel. Est-ce que ça c'est une réalité erronée ou c'est une réalité justement sur laquelle on peut s'appuyer aujourd'hui? Moi, j'ai tendance à penser qu'avec un cadre, on peut être encore plus exigeant et violent qu'avec un collaborateur ou une collaboratrice de niveau employé ou agent de maîtrise. C'est peut-être une analyse erronée, mais en tout cas, c'est ce que j'observais moi, professionnellement, en tant que représentante des ressources humaines. Le discours était plus dur
sur les résultats attendus chez un cadre et les décisions plus catégoriques. Et toi, Anne-Laure, qu'en penses-tu du coup? Alors, faut rappeler l'origine de l'épuisement professionnel. Au départ, le fameux burn-out, il était dans le monde médical ou paramédical, toutes les personnes qui étaient en contact avec du public et quelque chose qui rendait à l'émotionnel. Donc, j'ai envie de dire, forcément, le cadre est plus en contact avec du monde, des personnes, et va être plus sujet au burn-out. Mais c'est vrai que ça devient inquiétant aujourd'hui, puisqu'on le voit dans le monde de salarié, dans le monde ouvrier, chez les jeunes, mais on est plus autour de la perte de sens et la perte d'intérêt par rapport au travail, qui correspondrait plus au burn-out, si on avait à parler comme ça. Je voulais rebondir aussi, Anne-Laure, tout à l'heure, tu as dit qu'on était sur des situations de travail dégradées, mais justement, quelle est la responsabilité là de l'entreprise d'agir sur les conditions de travail pour éviter justement d'arriver à ce genre de situation-là? La loi est très claire aujourd'hui, l'employeur a une responsabilité importante puisqu'il doit préserver la santé physique et mentale de ses salariés. Cette notion de mental, elle est arrivée en 2002 dans les textes. Elle a été rajoutée en 2002. Alors pendant des années, quand on fait l'étiologie du travail ou la sociologie du travail, on voit que les conditions de travail physiques se sont bien améliorées. Mais tout ce qui est mental, c'est vraiment dégradé, tant avec les 35 heures, avec une accélération du temps, tant avec l'hyperconnectivité. Tous ces éléments-là ont dégradé la charge mentale. Mais c'est vrai que les employeurs aujourd'hui ont du mal à savoir ce qu'il faut mettre en place. Et pourtant, ils ont des obligations dans ce sens. Donc c'est là où il ne faut pas hésiter à contacter le service de santé au travail, puisqu'on est là pour aider les employeurs sur cette partie-là, ou en tout cas les conseiller. Merci du coup pour vos réponses. Et maintenant, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie du témoignage de Céline, qui est plutôt une partie sur comment elle a vécu sa période en arrêt de travail. Donc je me suis quand même décidée à appeler le médecin le lundi et quand je me suis retrouvée le lundi soir à 20h30 avec dans les mains un papier qui me disait que j'étais arrêtée pour 15 jours avec des antidépresseurs et des anxiolytiques, j'ai vraiment eu du mal à encaisser en fait. Clairement, ça a été, pour moi, ça a été le coup de massue à ce moment-là. Parce que je me dis, mais déjà, pourquoi des antidépresseurs? Je les prendrais pas, je suis pas dépressive. J'ai envie de plein de choses, sauf de mon travail, en fait. Quand on est dépressif, on n'a pas envie on a envie de rien. Et ouais, ça a été très très compliqué pour moi. Et même, ça l'est encore là de me dire que ouais, j'ai eu ce papier dans les mains et que, en fait, vraiment, on me dit, bah, stop, quoi. Le début de ces 15 jours ont été très compliqués, mais compliqués au point où même j'ai essayé d'aller chercher un truc au supermarché, j'ai pas réussi, vraiment, qui était juste à côté de chez moi. Je me suis retrouvée dans le supermarché, je tremblais, j'étais en crise d'angoisse, j'ai fait ok, on va retourner à la maison. Euh, j'ai essayé d'aller me balader derrière chez moi à pied dans une forêt. Au bout de 200 mètres, je suis rentrée parce que je pouvais pas. Donc en fait, pour prendre l'air, j'allais dans mon jardin parce que c'était pas possible autrement. J'ai essayé de m'occuper avec tout ce que je pouvais à la maison, mais voilà. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il fallait que je pense à moi, en fait, que je fasse des trucs pour moi, parce que ça faisait des années que je l'avais pas fait. Donc voilà, ça a été vraiment un apprentissage de ça. Le médecin m'avait conseillé de voir un psy, à côté de me faire accompagner psychologiquement. Pour le coup, ce que j'ai fait, la première que j'ai vue, c'était vraiment pas ça. Vraiment, je l'ai vue une fois et ça m'a pas. Enfin, je me sentais pas bien avec elle. Euh, et puis après, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, donc l'accompagnement s'est arrêté. J'ai quand même, voilà, j'ai quand même repris après le Covid, j'ai repris un suivi psy qui a duré ouais, presque 2 ans, qui m'a beaucoup aidée. Moi, après, il faut savoir que du coup, j'avais des formations en auto-hypnose, des choses comme ça. Donc, je me suis moi aussi accompagnée comme ça par rapport à mes crises d'angoisse et autres, ce qui m'a beaucoup aidée aussi. Je t'ai vu, Anne-Laure, réagir justement sur les propos de Céline. Est-ce que tu as des choses justement à rajouter par rapport à tout ce qu'elle a évoqué?
Oui, en fait, j'ai réagi parce que, elle a bien compris, la différence entre, son épuisement, professionnel et psychique et la dépression. C'est-à-dire qu'elle le dit bien, qu'elle n'avait pas envie d'aller au travail. En fait, c'était ça qui était compliqué, qui la mettait dans l'angoisse et qu'en fait, elle avait envie de plein de choses à côté et c'est en ça que ça n'est pas une dépression, dans un premier temps, heu, un épuisement professionnel. Merci pour cet éclairage. Et du coup, toi Claire, par rapport à ce qu'elle évoque, est-ce que ça te fait écho? Est-ce que tu as peut-être réagi différemment? Alors en effet, ça s'est passé un peu différemment pour moi. Dans mon envie, constante de sauver les autres plus que moi-même, j'avais en effet conscience que ma situation professionnelle était compliquée et mais j'ai eu énormément de chance parce que j'étais très soutenue, par mon conjoint et ma fille, bien qu'elle soit petite, mais les 2 m'ont soutenue, fortement et j'avais, déterminé en fait, avec mon conjoint que, un élément déclencheur serait, une situation, forte et dite traumatisante et que, je m'engageais à aller chez le médecin à partir de ce moment-là. C'était un peu, ma référence, mon mon objectif. En tout cas, de tenir jusqu'à ce que vraiment ça n'aille plus. Et donc un mardi, moi c'était pas un lundi, c'était un mardi, j'appelle mon conjoint en pleurs après une réunion avec, ma responsable de l'époque, qui m'avait expliqué à quel point j'étais, peu professionnelle et minable et je me suis mise à pleurer. Alors que je suis, vraiment une sois forte et tais-toi, je pleure jamais et donc c'était anormal pour moi de pleurer. Je me suis, mise à pleurer, dans mon esprit et dans ma façon de voir les choses comme une adolescente et j'ai appelé mon conjoint et il m'a dit: «Mais en fait, c'est maintenant. Tu vois, là, ton fameux, instant fort, c'est celui-là, Mhm. donc j'attends que demain, tu ailles chez le médecin» et voir il m'avait même demandé de rentrer immédiatement à la maison, chose que j'ai refusé de faire. Et donc, heu, toujours dans ma folie d'être à l'écoute des autres, j'ai passé d'abord une matinée entière à transmettre mes dossiers, correctement, en me disant: «Si je dois m'en aller et ben, il faut que tout le monde soit dans le confort». Donc j'ai passé une soirée et une matinée à faire toutes mes passations et j'ai pris rendez-vous chez le médecin, enfin toute une journée d'ailleurs. J'ai pris mon rendez-vous chez le médecin un soir qui m'a arrêtée. J'ai d'abord appelé, toutes mes équipes, je leur ai transmis les informations et ensuite j'ai informé, mon responsable de mon arrêt. Un peu, comme, bah, je suis partie proprement. Mais en fait, c'était qu'un arrêt donc en vrai, j'étais censée revenir. Mais cette obsession, du confort des autres, qui d'ailleurs, je pense, a contribué à ce que les gens ne comprennent rien. Mhm. Mais moi, dans mon profil, c'était nécessaire. Hem et donc moi, les premières semaines, je les ai aussi vécues très mal. J'ai eu la chance d'avoir un médecin qui n'a pas souhaité me prescrire de médicaments et moi non plus et de se dire que de toute façon, ce qu'il me fallait, c'était du repos. Ce que j'ai pas compris tout de suite parce qu'au début, en fait, j'ai rempli mes journées. La première chose, c'est que j'ai fait le ménage dans ma maison parce que j'avais l'impression de faire le ménage dans ma tête. Donc j'ai à peu près fait toutes les pièces de ma maison de façon très assidue et puis après, je me suis engagée dans des actions de formation pour, continuer en tout cas à me faire du bien intellectuellement, mais je me faisais pas du bien au corps. Également, j'ai été accompagnée, heu, par une psychologue. Hem, alors à l'inverse de Céline, moi la première re rencontre, elle a été catastrophique, mais j'ai continué avec cette psy. Non pas à cause d'elle, mais à cause de moi. Parce que j'ai réalisé une séance où mon seul objectif, c'était qu'elle me rassure sur ma prise de décision de me mettre en arrêt. Et j'étais en train de justifier mon arrêt en continu. Et je suis partie très déçue de mon entrevue avec elle. Mais la fois d'après, je lui ai dit, mais en fait, je crois que j'ai mal commencé. J'avais juste besoin que vous me rassuriez sur, pourquoi j'étais en arrêt, pourquoi j'avais décidé de lâcher prise et de poser les armes et en fait, on va peut-être commencer autrement et là, elle m'a dit: «Mais en fait, évidemment que vous aviez bien fait» et on a reconstruit la relation et elle m'a accompagnée, pendant, 6 mois de façon extraordinaire et je l'en remercie. Elle a contribué fortement à ce que j'aille Mhm. mieux
Puis à l'image de Céline, je détestais aller faire les courses, jamais de crise d'angoisse, mais toujours peur de croiser les autres. Hmm. Parce que, bah, en fait, j'étais en arrêt, mais je saignais pas, j'étais pas remplie de boutons, il y avait rien de visible. Donc, pourquoi est-ce que j'étais en arrêt? Et ce regard des autres était très compliqué pour moi. Donc, je restais beaucoup enfermée chez moi, en vérité. Merci beaucoup, Claire. Et du coup, toi, alors, qui justement accompagne des salariés dans ces situations-là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se passe une consultation souffrance au travail? Comment tu les accompagnes dans cette reprise au travail si besoin? Alors, un entretien de souffrance au travail a vraiment un plan de d'action en fait, hein. C'est-à-dire qu'on va poser dans un premier temps toutes les questions autour de l'historique du travail. Depuis quand vous êtes dans cette entreprise, qu'est-ce qui vous est arrivé, pour savoir exactement à quel moment la situation s'est dégradée et pour comprendre aussi à quel moment le corps s'arrête, parce que c'est vraiment le corps qui s'arrête de fonctionner, on l'entend dans vos deux témoignages. Et c'est vraiment super. Et c'est vrai que vous avez raison de dire, quand on est en arrêt maladie, on ne le vit pas bien. Il ne faut pas penser qu'on est bien en arrêt maladie, hein. Les gens le vivent très mal entre la culpabilité, avec l'anxiété et toutes les conduites d'évitement du travail, jusqu'à ne pas aller faire ses courses, justement pour ne pas rencontrer quelqu'un du travail. J'ai vu une salariée ne pas pouvoir même passer 2 jours ou 2 nuits au rond-point du travail. Hmm. On en est là, hein, sur ces conduites d'évitement. Donc c'est vrai que les arrêts maladie sont pas simples. Donc le travail du psychologue, c'est aussi de rassurer, comme a fait votre psychologue à un moment, et puis de décortiquer ce qui se passe et de voir quelle serait la meilleure solution pour soit être maintenu en emploi, dans l'entreprise, la reconversion, la rupture conventionnelle, pourquoi pas, mais en tout cas, quelle serait la meilleure solution pour le salarié? Bah, merci beaucoup du coup pour ces éléments explicatifs. Et là, je vous propose de passer à un autre petit extrait du témoignage de Céline sur lequel nous allons rebondir après. Et de manière générale, je m'entendais bien avec les gens de l'entreprise, mais en fait, c'était au-dessus de mes forces. Il y en a certains qui m'ont envoyé des messages pour savoir comment ça allait, mais c'était au-dessus de mes forces, en fait, de même de cette manière-là avoir le lien. Donc j'ai répondu une ou deux fois, mais je me rendais compte que c'était pire après. Donc là, on entend bien que Céline, elle a gardé du contact avec ses collègues, ce qui n'a pas forcément été bénéfique pour elle. Toi, justement, Claire, comment tu as vécu cet arrêt et est-ce que tu as gardé du lien? Tout comme Céline, j'ai gardé du lien dans les premiers temps. Avec mes collègues, oui, mais j'espérais au fond de moi surtout que mon employeur me recontacte. Donc, je checkais mes mails, mon téléphone était ouvert en continu, et je regardais tous les jours mon téléphone dans l'espoir d'avoir un message vocal d'une personne de la direction qui aurait souhaité échanger avec moi. C'est jamais arrivé. Et finalement, même mes échanges avec mes collègues étaient nuisibles pour moi et contribuaient à ce que j'aille encore plus mal. Parce qu'ils m'évoquaient soit leurs difficultés, soit ils se justifiaient aussi du pourquoi eux, ils étaient toujours dans cette entreprise, mais moi, j'avais pas envie de ça. Et je repartais finalement toujours au plus bas une fois que j'avais raccroché, alors que cet appel était censé me remotiver. Et donc, je dirais qu'au bout de 2 mois, parce que je suis un diesel et je mets du temps, heu, au bout de 2 mois, bah, j'ai décidé officiellement d'éteindre mon téléphone. Donc je l'ai éteint, en partant du principe que de toute façon, ils avaient tout un tas d'autres moyens de me contacter, par exemple les réseaux sociaux, et que c'était pas bien compliqué de me trouver. J'ai bloqué également, mon entreprise et certains collègues sur les réseaux sociaux pour ne pas avoir de notifications. Alors, c'était pas contre eux, c'était pour moi, pour me protéger. J'ai évidemment quand même gardé contact avec, je dirais, 3 personnes, mais parce que c'était des amis et qu'on parlait d'autre chose et que le lien était trop fort pour être rompu. Mais clairement, je me suis éloignée et c'est à partir de ce moment d'ailleurs où j'ai commencé à penser à moi et à aller mieux parce que,
ma psychologue me l'expliquait, elle me disait: «Mais on ne peut pas avancer si vous ne coupez pas les ponts» et ça fait aussi partie, heu, de la capacité de rebondir, de tourner la page et pour tourner la page, bah, il faut penser à autre chose. Une réaction, Anne-Laure, justement, par rapport à ces deux témoignages? Oui, les 2 témoignages présentent qu'elles attendaient une reconnaissance, hein, de ce qui leur était arrivé, dans l'entreprise et elles ont attendu et elles n'ont pas eu et je crois que c'est un des plans d'action, que l'on devrait, souligner auprès des, entreprises, qu'ils prennent le temps, d'écouter, ce qui s'est passé et d'écouter, pourquoi on en arrive à cet arrêt maladie plutôt que de ne pas prendre contact et de bannir ou de dire bien des phrases qu'on peut entendre où il le fait exprès, il n'est pas vraiment malade, justement parce que ça ne se voit pas, parce que c'est à l'intérieur. Du coup, merci beaucoup Anne-Laure pour ce que vous venez de dire. Ça nous fait une transition un petit peu parfaite pour notre dernière partie de podcast. Nous allons écouter la dernière partie du témoignage de Céline et nous pourrons évoquer comme ça un petit peu comment on s'en sort, ce qu'on peut faire pour sortir de cet épuisement professionnel. J'ai monté mon entreprise qui est voilà, une entreprise de formation, qui est un organisme de formation et où j'ai pu y mettre pour le coup mes valeurs et quelque chose qui est important pour moi, qui est de pouvoir voilà, replacer vraiment l'humain au cœur du développement de l'entreprise parce qu'on est dans un monde du travail qui est en pleine mouvance et voilà, en plein changement et pour moi ça va être aussi des sujets d'avenir que de replacer à la fois l'humain et à la fois le développement durable et le développement humain, en fin de compte, au cœur du développement de l'entreprise et pas juste toujours plus, toujours plus, toujours plus, quoi. Je préfère le toujours mieux à toujours plus, quoi. Aujourd'hui, pour le coup, je m'épanouis vraiment professionnellement parce que je vais pas à l'encontre de qui je suis et de ce que je projette, en fait. Et puis ben voilà, ça me permet aussi, mine de rien, niveau physique, d'avoir des signaux d'alerte auxquels je fais attention et que je peux respecter. Même si des fois je pousse un peu, qu'il y a deux trois migraines qui traînent. Mais voilà. Non, c'est vraiment ce côté-là, mais je reste vigilante quand même. Vraiment, c'est l'enseignement pour le coup que j'en tire. C'est que je reste quand même vigilante et à l'écoute de ces signes-là. Et j'essaye de plus en plus de ne plus avoir à écouter les signes et de juste les prévenir en fait. Et je pense que c'est vraiment voilà, là où il faut qu'on en arrive, c'est pour le coup à cette prévention sur tous ces côtés-là, quoi. Donc là, le témoignage de Céline nous illustre bien hein, que on peut s'en sortir de l'épuisement professionnel. Et donc toi, Claire, tu t'en es sortie aujourd'hui? Alors oui, je m'en suis, sortie. Hem, je dirais même que, j'ai commencé à dire que cette situation qui était finalement, dramatique dans un premier temps est devenue, certainement, une de mes plus belles opportunités professionnelles. Parce que je me suis trouvée à un croisement où il était question que je choisisse et finalement, pouvoir, prendre le temps de choisir ce qui est important pour nous, bah, je trouve que c'est un très beau cadeau. Donc vers la fin, je verbalisais le fait que mon entreprise m'avait offert un très beau cadeau, en vivant en fait cette expérience que j'ai pas envie de qualifier de négative, mais plutôt d'expérience. Et notamment moi dans mon chemin, hem, j'ai pas fait de bilan de compétences, j'ai pas fait, ce qu'a pu entreprendre Céline. Par contre, j'ai vraiment pris le temps de me dire de quoi j'ai envie. J'ai passé des entretiens de recrutement, pour vivre les choses et me dire si je me reconnaissais en fait dans cet acte, de chercher du travail ailleurs et puis finalement, heu ce dont j'étais certaine, c'est que toutes les entreprises qui m'ont donné la chance d'exercer, dans mes 15 années d'expérience professionnelle, il y avait un élément commun dans lequel, je me retrouvais et je m'épanouissais, c'est que ça a toujours été des entreprises qui m'ont permis d'entreprendre. Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est porter des projets, piloter des projets et enchaîner comme ça une activité qui, me motive et qui me fait, me repenser régulièrement. Et donc c'est pourquoi, je me suis, donnée en opportunité, non pas à 50 ans comme je l'imaginais, mais, plutôt à 40 ans, bah, de créer mon entreprise,
pour pouvoir, justement, porter des projets et accompagner un maximum d'entreprises dans leurs enjeux, dans leurs problématiques RH, du quotidien. Je suis contente de voir ces 2 témoignages qui disent, «On s'en remet». Ça fait 12 ans que j'accompagne, des personnes, en épuisement professionnel et ce que vous venez de dire, comme quoi c'est une opportunité, je l'entends, tous les jours et c'est vraiment, avec plaisir que je vous entends, dire ça. On se remet d'un épuisement professionnel. Il faut vraiment garder cette action, positive. Hem Je veux dire aussi que le corps s'en souvient, aussi et qu'il y a, peu de risques de retomber dans le burn-out si on a bien travaillé, et un accompagnement avec un psychologue justement est utile pour pas retomber. Merci pour ce retour. Et donc maintenant, on entend aussi Céline parler de prévention. On va aller surtout vers les pistes de solutions. Donc comment on peut aujourd'hui protéger et promouvoir la santé au travail, notamment par le biais de l'APST 41. Anne-Laure? On a parlé du premier plan d'action tout à l'heure qui était vraiment bien, c'est-à-dire que l'employeur peut contacter, son salarié pour lui demander, comment il va. Je trouve que c'est un des premiers plans d'action vraiment importants de remettre, du lien entre le salarié et l'employeur. D'ailleurs, à la PST, on a aussi un outil qui permet, de reprendre du lien. Alors on en a même plusieurs. On a, l'entretien de liaison, qui peut être fait entre le salarié, le médecin du travail et l'employeur. On a également un outil de médiation qui peut être mis en place pour remettre ce lien. On peut faire des sensibilisations en entreprise. Plus on est formé, plus on est, plus on est formé, plus on se sent concerné en fait sur la santé mentale ou sur les risques psychosociaux. Donc à la PST 41, on a plein de formes de sensibilisation aux risques psychosociaux. On peut le faire de façon ludique avec un escape game sur les risques psychosociaux. On peut le faire sur une sensibilisation toute la journée. En tout cas, il faut que les employeurs, nos adhérents, n'hésitent pas à nous contacter. On crée un peu à leur demande ce qu'ils ont besoin. On a également actuellement une offre complémentaire sur les premiers secours en santé mentale. C'est-à-dire qu'on peut former aujourd'hui à ce que l'employeur ait des secouristes en santé mentale, comme les secouristes en santé physique. Ça permet une intervention précoce et plus on intervient précocement sur les troubles et plus on a de chances d'avoir un rétablissement des personnes. Et je crois que cette formation est un bon moyen d'être dans la prévention au niveau de l'entreprise. Et puis on peut voir en effet que ces sensibilisations vont avoir un impact positif vis-à-vis des salariés, parce que c'est ce que dit Céline dans son témoignage. Ça permet en effet d'identifier, alors elle a identifié après coup, mais ça permet justement d'avoir les armes pour analyser une situation et essayer d'identifier au plus tôt les petits éléments qui sont plutôt négatifs, ou en tout cas qui peuvent amener à ce type de pathologie. Et quelle astuce individuelle vous pouvez aussi donner pour les salariés à protéger leur santé mentale? Je donnerais mon astuce, qui était, hem, de faire du sport. J'en ai fait, beaucoup, alors beaucoup pour moi, qui n'en faisais pas beaucoup. Mais, je me suis mise à courir régulièrement, et je me suis, donnée en routine de continuer, après mon arrêt. Chose, que je parviens plus ou moins bien à faire, mais en tout cas, bien mieux que par le passé. Et cette, fatigue physique me fait toujours du bien, finalement aussi au mental. Comme quoi, le corps parle à la tête quand la tête n'écoute pas, mais finalement le corps fait du bien aussi à la tête. Et justement pendant mon arrêt, je me suis mise à courir et ça a été à partir de ce moment-là où j'ai mieux dormi, où je me suis sentie plus apaisée, plus reposée. Et j'avais, une connaissance s'est retrouvée dans une situation similaire. Elle, c'était pas le sport, mais c'était la peinture. Mais en tout cas, c'est se s'écouter sur l'activité qui nous fait du bien et qui nous permet justement de nous ressourcer. Merci. Anne-Laure, des petites astuces à rajouter?
Alors des petites astuces, il y en a plein, je vois que vous en avez, que votre ami, en a, sauf que vous n'avez pas, forcément, vu, quelle était, d'où ça venait en fait. Parce que c'est en fait, c'est des astuces comme le sport qui permettent de diminuer le taux de cortisol dans le corps. Ça en fait partie. En fait, pour diminuer le taux de cortisol dans le corps, il existe 4 solutions, qui sont prouvées scientifiquement. La première, c'est supprimer la source de stress, c'est pas le plus facile. La deuxième, c'est l'activité physique. Même 10 minutes de marche 3 fois par Mhm. semaine, ça suffit, hein. C'est l'expression prendre l'air. Je vais prendre l'air, ça aère le cerveau, ça lui permet de s'oxygéner, de diminuer le taux de cortisol et on va mieux. Il y a la méditation. Ça a été prouvé clairement que la méditation permettait de diminuer le taux de cortisol. Et puis actuellement, on est en train de prouver un peu scientifiquement que l'apnée permet également de baisser ce taux de cortisol. Alors, des astuces, il y en a plein. Je vais vous renvoyer plutôt à notre site internet Mhm. avec notre webinaire Trucs et astuces sur la santé mentale où vous aurez toutes les explications sur ces petits trucs. Super, merci. Donc, je vous invite à aller sur le site internet, notamment la chaîne YouTube pour retrouver ce webinaire. Merci beaucoup pour vos deux témoignages, Anne-Laure et Claire, et pour tout ce que vous avez pu apporter dans ce podcast. Bah, merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de partager mon expérience. Et moi, j'étais ravie vraiment de rebondir sur ces 2 témoignages qui sont vraiment mon travail du quotidien. Merci à vous. Bah super, et aussi merci à Céline, donc, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. Et n'hésitez pas à partager cet épisode, à vous abonner à nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify ou encore SoundCloud. Rendez-vous en novembre pour notre 3e épisode consacré au handicap et au maintien en emploi. Et en attendant, n'oubliez pas que la santé, ça se travaille.